Bonsoir à tous. Pour commencer, un nombre. Ce nombre, c'est 15 millions. 15 millions de personnes en France sont concernées par ce que l'on appelle une maladie chronique, autrement dit, une maladie qui nécessite une prise en charge sur plusieurs années, voire plusieurs décennies. 15 millions de personnes, ça représente 20% de la population française. C'est énorme. Ce sont aussi bien des femmes que des hommes, des enfants, des adultes, des jeunes et des moins jeunes. Un nombre, mais au-delà de ce nombre, ce sont des personnes, des malades. Que signifie être malade en France aujourd'hui? En 1992, le pape Jean-Paul II a institué ce qu'on appelle la Journée mondiale des malades. Désormais, l'Église célèbre tous les 11 février la fête de Notre-Dame de Lourdes. Et à la veille de la 23e édition de cet événement, nous vous proposons de nous interroger sur les représentations de la maladie en France aujourd'hui. Comment les personnes malades vivent-elles leur maladie? Sont-elles dans une posture d'acteur ou de spectateur de leur état? Sont-elles exclues ou au cœur de la société? L'objectif, c'est d'aller vers une prise en compte des personnes dans leur globalité et de ne pas les réduire à leur définition médicale. Alors, pour aborder ces sujets, nous avons le plaisir d'avoir sur notre plateau 4 invités. Père Brice de Malherbe, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes diplômé de l'Institut d'études politiques et je le disais juste avant de commencer, vous partagez cette qualité avec Père Marc Rassoin que nous recevions très récemment. Vous êtes docteur en théologie, prêtre du diocèse de Paris, mais aussi administrateur d'un établissement hospitalier. Et j'ajoute que vous êtes co-directeur du département de recherche en éthique biomédicale du Collège des Bernardins. Doriane Villardin, bonsoir. Bonsoir. Vous avez été infirmière et vous êtes aujourd'hui responsable de l'aumônerie de l'hôpital Cochin avec le Père Franck Derville. Anne-Sophie Tuzanski, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes cofondatrice de Cancer at Work, on parlera de cette structure tout à l'heure, et vous êtes consultante en développement des organisations. Et enfin, Bertrand Galichon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médecin hospitalier au service des urgences à l'hôpital Lariboisière à Paris, et vous tenez un blog qui s'intitule Chronique d'une blouse blanche sur le site de la Croix. Vous êtes aussi président du Centre catholique des médecins français. Avant toute chose, il convient de s'interroger sur la question du sens, parce que quand on est confronté à la maladie, ce qui domine avant toute chose, c'est une forme de sidération. Bertrand Galichon, comment est-ce que l'on procède pour intégrer cet événement dans sa biographie et pour lui donner un sens? Alors, il y a le mot de malade, enfin la situation de malade est dénommée de façon différente. Il y a le malade, il y a le patient, et puis il y a l'usager. Donc l'usager, on le laissera de côté. Il faut s'intéresser au malade et au patient. Le malade, il est défini par sa maladie. Donc il est habité intégralement par sa maladie, il est sidéré par sa maladie. Il vit avec sa maladie. Et puis le soin le permet de devenir patient. C'est-à-dire que le patient, ce n'est pas celui qui est patient, c'est qui n'est pas impatient, mais qu'un patient, c'est celui qui a intégré l'événement de la maladie dans sa biographie. Donc, le soin est là pour lui faire retrouver une capacité d'altérité. La première altérité qu'il va rencontrer, c'est le soin. Donc, les gens qui vont prendre soin de lui, qui vont lui apprendre à prendre en charge sa maladie, à l'intégrer. Et puis, cette démarche va lui permettre de retrouver une nouvelle altérité en fonction du handicap ou de l'absence de handicap qu'il aura trouvé avec sa maladie. Souvent, on assiste à un phénomène de culpabilisation de la part de la personne malade. C'est un ressort très profond de la psychologie humaine. Que nous disent les évangiles sur ces sujets, Père, et comment donner du sens à la maladie dès lors qu'elle est parfois perçue comme une punition ou un châtiment? Oui, c'est une tentation qui revient trop fréquemment. Et alors que le message central de l'Évangile sur ce point, notamment, c'est comme l'ensemble de l'Évangile, c'est vraiment une bonne nouvelle. Ce qui est caractéristique, c'est que il y a comme un saut qualitatif. Bien sûr, les Écritures sont en continuité, mais le Christ révèle combien Dieu est proche des malades, hein, dans la prière des psaumes. Hein, on a déjà, donc dans le Premier Testament, on a déjà cette conscience que c'est vers Dieu qu'on se tourne, hein, quand on est malade. Mais le Christ vient révéler la proximité de Dieu auprès des malades en s'identifiant à eux. C'est-à-dire, d'une part, par ses œuvres de guérison,
et même de purification. Dimanche prochain, nous entendrons une purification de lépreux, où vraiment celui qui était justement exclu est complètement intégré à la communauté du peuple d'Israël, et même peut de nouveau venir, par exemple, prier au temple. Donc, d'une part, par ce mouvement, d'autre part, par le fait que, explicitement, le Christ s'identifie aux malades. C'est le fameux chapitre 25 de Saint Matthieu. Quand vous visiterez un malade, c'est moi que vous visitez. Tous ces mouvements indiquent combien, si la maladie pose une question morale, ce n'est pas en termes de châtiment, de punition. C'est plutôt une épreuve. Et comment est-ce que cette épreuve va être vécue? Est-ce que cette épreuve va être vécue justement où on va chercher un bouc émissaire, fût-ce Dieu, le bouc émissaire, ou est-ce que, on va s'apercevoir que, alors qu'on se pensait invincible, je pense que si vous mentionnez au départ, si Jean-Paul II a instauré cette journée mondiale du malade, c'est pour se souvenir que, j'allais dire, chacun d'entre nous est potentiellement malade. Et donc cela accentue l'appel à la solidarité, à la personne malade. Donc pour résumer, je dirais, certainement, le message de l'Évangile n'est pas celui de la culpabilité à chercher. Il y a des comportements, ce qu'on appelle aujourd'hui publiquement des comportements à risque qui ont des conséquences. Ça, il faut en être conscient, c'est de l'ordre de la responsabilité de chacun. Mais la maladie en tant que telle n'est aucunement un châtiment par rapport à quelque chose. Elle est plutôt un temps à vivre chrétiennement dans l'espérance. Toujours sur cette question du sens, Doriane Villardin, dans le cadre de l'hôpital Cochin, je le disais tout à l'heure, où vous intervenez, vous apportez aux patients une réelle écoute, vous tentez de répondre à leurs besoins spirituels. Comment est-ce que l'on peut leur permettre de donner un sens à la maladie malgré l'épreuve? Déjà, le fait de les écouter, et eux, ils peuvent poser cette question de la culpabilité, de dire, oui, justement, pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Souvent on entend, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Et ils sont dans cette angoisse et cette difficulté d'assumer quelquefois justement ce qui leur arrive. Comment leur donner ce sens? Dans l'écoute, comme ils peuvent poser tout ce qu'ils vivent et les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Quelquefois, ils disent aussi le fait d'hospitaliser leur permet de faire la relecture de leur vie. Dans cette relecture de leur vie, ils peuvent justement essayer de voir quel sens ils peuvent donner à cette maladie, à cette souffrance, à ces difficultés qu'ils rencontrent. Alors, une fois passée cette réflexion, qui ne passe jamais d'ailleurs, mais enfin, une fois actée cette réflexion sur le sens et sur la façon, vous le disiez, dont on intègre ça à sa biographie, on se rend compte que les patients, de plus en plus, cherchent à s'informer. C'est vrai que depuis quelques années, grâce à Internet notamment, ils ont développé leurs connaissances, à tel point d'ailleurs que l'on assiste à ce que l'on appelle des patients experts. C'est comme ça qu'on les appelle. Il y a de plus en plus d'associations de patients, toutes pathologies confondues, qui ont vu le jour. Anne-Sophie Tuzinski, vous avez été touchée, vous, par le cancer en 2011, vous aviez 39 ans. Est-ce que vous avez le sentiment que cette meilleure information permet aux patients d'être davantage acteurs de leur maladie et non plus simples spectateurs? Je pense que ça dépend beaucoup des patients, en fait. Mais effectivement, nous avons cette possibilité d'accès à une information qui est de plus en plus fiable. Donc, je pense que le rapport entre le patient et le médecin, alors j'aime ni le mot de malade, ni le mot de patient, ni dans le mot de survivant qu'on utilise beaucoup dans le domaine du cancer, avec lequel j'aime d'ailleurs bien jouer, puisqu'on est survivant, on vit peut-être davantage. C'est votre cas? Vous avez le sentiment de vivre davantage? Différemment, certainement, mais la valeur de la vie prend une autre dimension, je pense, quand on est confronté à un moment donné à sa propre finitude, à sa propre mort. La valeur de la vie prend une autre dimension. L'homme est quand même le seul animal doué de conscience, donc qui est conscient de sa mortalité et qui se lève tous les matins en pensant qu'il est immortel ou qui fait comme s'il était immortel. Donc le rapport, je pense, entre les patients, les personnes qui sont touchées par une maladie, quelle qu'elle soit, et les médecins est en train d'évoluer, il me semble, et plus vers un mode qui me semble un mode de relation tourné vers la coopération. Comment on se bat ensemble
pour venir à bout de cette maladie. C'est ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique qui s'est considérablement développée. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, Bertrand Galichon, c'est vrai que les patients sont davantage, les survivants, on va les appeler comme ça, sont davantage impliqués dans le processus de guérison. Est-ce que les médecins sont suffisamment préparés pour cela ? Parce que c'est un changement de paradigme en quelque sorte. Ah, complètement. Et le changement de paradigme a été assez violent avec l'histoire du sida. C'est le sida qui nous a mis, qui a renversé la vapeur. Un mouvement qui a été après ça accéléré par l'organisation plus ferme des associations de malades, diabétiques, Paralysés de France et autres associations qui ont su tirer le bénéfice de deux choses. La première, il y a le savoir scientifique qui peut être plus ou moins bien absorbé en fonction des cas. Mais il y a surtout le fait que cet accès au savoir a permis une meilleure connaissance de sa maladie. Alors, vous me dites que c'est la même chose, le savoir et la connaissance. C'est deux choses différentes. Le savoir, c'est je sais que 2 égale 4, mais la connaissance, c'est la fréquentation. Voilà, la fréquentation de la maladie se trouve améliorée par un meilleur savoir scientifique. Et là, on sait un peu mieux où on met les pieds, et ce qui permet de mettre les pieds dans le plat quand on est devant le médecin pour poser les bonnes questions qui fâchent et pour justement pas mettre le médecin dans sa difficulté, mais de bien poser les questions pour savoir exactement où on va et où est-ce que je vais pouvoir m'approprier ma maladie pour justement en être responsable et donc accéder à une liberté nouvelle. Ça vous a déjà déstabilisé, le type de questions que peuvent poser aujourd'hui les patients qui ne posaient pas nécessairement auparavant ? Aux urgences, pas trop souvent, mais enfin ça arrive qu'on se trouve devant des patients qui arrivent pour un accident aigu d'une pathologie chronique qu'ils connaissent par cœur. Et effectivement, il y a parfois des questions qui sont dérangeantes parce qu'il y a un savoir important qui est accompagné d'une connaissance incorporée qui porte le tout et qui donne du sens. Et donc, parfois, on peut être un peu déstabilisé. Oui. Un plus grand savoir et aussi une plus grande autonomie. Père Brézomeller, vous portez un regard intéressant justement sur cette question de l'autonomie, laquelle peut être positive, évidemment, par certains aspects, mais selon vous, parfois avoir des effets plus négatifs. En quoi ? C'est quelque chose qu'il faut toujours, l'autonomie, replacer dans la relation, je crois, la relation. C'est-à-dire que nous sommes héritiers de tout un mouvement heureux qui est de prise en compte de la liberté individuelle plus grande et de l'importance justement de cette responsabilité, de la prise en compte, notamment dans la maladie, de celui qui en est le premier acteur, d'une certaine manière, qui est la personne qui vit cette épreuve de la maladie. Mais comme insiste le philosophe Jacques Ricot, encore faut-il que cette autonomie soit intégrée dans la réalité des relations humaines, marquées par la fraternité, et non pas une sorte là encore, d'illusion, comme si chacun d'entre nous, qu'il soit porteur d'une maladie ou pas, que chacun d'entre nous puisse brandir son autonomie comme une revendication vis-à-vis de l'autre. Alors je ne suis pas comme les 3 autres personnes autour de ce plateau, je suis moins confronté directement, en tout cas moins souvent, à cette relation, mais il me semble que l'enjeu est là, c'est que de trouver le bon équilibre pour, comme dans toute relation, que ce ne soit pas une relation... alors, les conflits sont parfois inévitables, mais pas une relation où il y ait une personne victorieuse et une personne qui soit défaite, mais qu'il y ait vraiment une coopération, pour reprendre le mot qui a été utilisé par Mme Tuzinski, une coopération au bénéfice des deux. C'est-à-dire que, pour faire bref, parce qu'il ne faut pas oublier les proches non plus et toute l'équipe médicale, mais que le médecin et la personne au service de laquelle il se met puissent tous les deux avancer justement dans cette alliance thérapeutique, grandir en humanité ensemble.
Grandir l'humanité, Durian Vellardin, pendant longtemps, on n'a justement pas osé beaucoup parler de la maladie. C'était plutôt tabou. Les personnes malades étaient très souvent réduites à leur statut de malade, à leur maladie. Est-ce que c'est encore le cas? Est-ce que vous avez le sentiment que les choses sont en train d'évoluer? Oui, et heureusement. C'est vrai qu'avant, je parle en tant qu'ancienne infirmière, le malade, souvent, disait la chambre est telle, le nom de la maladie, alors que maintenant, les personnes sont identifiées. On parle bien de la personne malade. Différents termes ont été pris avant, c'était le client, le patient. Là on parle bien de la personne malade, donc pour bien montrer que c'est une personne, et on ne soigne pas une maladie, mais bien une personne dans sa globalité, avec tout ce que ça met en rôle, hein, donc la personne entière. Voilà. Vous confirmez, Anne-Sophie Tuzinski, que la parole s'est libérée et que finalement on assiste à une sorte de coming out de la maladie? Il me semble que la parole se libère et que les malades, patients, personnes touchées par la maladie, peut-être qu'on pourrait s'arrêter sur ce terme, personnes touchées par la maladie, contribuent de plus en plus à la libérer en faisant part de leur expérience de vie et puis en utilisant aussi cette expérience de vie pour la porter un peu plus loin et plus largement vers la société. On a quelques exemples récents de malades qui s'engagent de plus en plus, beaucoup de femmes mais aussi des hommes, sur des sujets sur lesquels l'expérience de vie de la maladie leur a permis de mettre en avant qu'il y avait un manque. Je pense à un manque d'information et à la création d'un magazine, Rose Magazine. Je pense à des difficultés pour les chercheurs de mobiliser des cohortes et au site Les Sentinelles. Alors, pardon, mais les exemples que je cite sont très ancrés dans ma propre expérience de vie, qui est celle du cancer. Je pense à Cancer at Work aussi, puisque 20 ans d'expérience professionnelle dans le développement des organisations et la rencontre avec cette maladie, cette expérience de vie du cancer, le constat que le sujet du cancer et de la maladie chronique invalidante n'est pas du tout ou très peu intégré dans la société et dans les organisations, qui ont donné l'essence à ce club d'entreprises qui s'engage pour soutenir le maintien dans l'emploi, l'amélioration de la qualité de vie des personnes touchées par le cancer, parce qu'aujourd'hui, on peut vivre avec un cancer, on peut travailler avec un cancer. Voilà, je pense que les malades ont des aspirations et qu'au fil de leurs rencontres et en prenant compte justement tous leurs aspects personnels, familiaux et en constatant des manques, ils ont envie de contribuer à une amélioration plus globale de la société et qu'ils s'engagent dans ce sens. Bertrand Gadichon, comme je le disais en préambule, vous êtes médecin urgentiste. Comment est-ce que justement on concilie à la fois l'urgence et le respect de la personne, sachant que vous êtes contraint, si j'ose dire, d'enchaîner les consultations? Est-ce qu'il n'y a pas finalement un risque de déshumanisation et de fragmentation de l'être dans cette pratique de médecin urgentiste? Alors, c'est effectivement un écueil majeur. Parce qu'il y a la pression de la salle d'attente, des pompiers qui arrivent et tout ça, qui font qu'il faut aller très vite. Et donc, il faut apprendre... Enfin, il faut que nous apprenions nous-mêmes, médecins ayant soi-disant de la bouteille et nos jeunes internes, apprendre à perdre du temps pour en gagner. Et c'est-à-dire que bien écouter ce que le patient veut bien nous dire, ce qu'il accepte de nous dire entre les lignes, bien décrypter tout ça pour arriver juste à s'ajuster à la question qui est posée, n'est-ce pas ? Il ne s'agit pas de jouer au matamor et de montrer son pouvoir. Son pouvoir se joue justement dans l'ajustement à la question qui est posée, d'accord ? Et la question qui est posée, c'est pas obligatoirement, docteur, vous me prenez totalement en charge, non ? Vous allez répondre à la question que je vous pose, et c'est ça que vous allez faire. Mais est-ce que vous estimez, docteur, alors évidemment aux urgences c'est un peu particulier, mais qu'aujourd'hui on vous laisse justement ce temps que vous réclamez, vous, dans d'autres spécialités. Une des
une des inquiétudes que j'entends ici et là, c'est de dire notamment, que ce soit d'ailleurs des praticiens ou des personnes touchées par la maladie, c'est de dire, mais enfin surtout des professionnels, notamment le mode de tarification actuel qui privilégie beaucoup les actes posés, ne nous laisse pas assez le temps que l'on voudrait prendre auprès des malades, ou encore il n'y a pas assez de soignants pour pouvoir prendre le temps. On demande aux infirmières d'avoir des temps presque chronométrés. Est-ce que c'est une impression, ces échos que je reçois, est-ce que c'est une impression que vous partagez, ou est-ce que vous êtes plus optimiste? Je serais à la fois plus optimiste et beaucoup plus pessimiste, dans le sens où ce n'est pas explicite, voilà. Mais je trouve que ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est la formation des étudiants à l'heure actuelle, où ils vont passer leur concours ils sont entre deux concours. Voilà, c'est ça les études de médecine. Un premier concours qui est passé à coup de QCM, donc question à choix multiples, donc la capacité de réflexion sur une question dehors. Et puis le concours de l'internat, dans quelques temps, va se faire sur une tablette, donc à coup de QCM aussi. Voilà. Donc la réflexion, il n'y en a pas. Il y a une réflexion à avoir sur la question de la déontologie aussi, qui n'est pas toujours enseignée. Mais la question de la formation est extrêmement importante. Bien sûr. La question de la sélection des jeunes qui veulent faire médecine est extrêmement importante. On connaît tous des gens qu'on aurait très bien vu médecins qui ont foiré leurs examens et qui se retrouvent ailleurs. Et voilà, c'est de la perte. Et donc, en fait, peu ou prou, je vous parlais tout à l'heure du savoir et de la connaissance. Ils sont complètement axés sur le savoir scientifique. Voilà. Donc, la médecine est une science et de moins en moins un art. Et on n'a jamais, enfin, je me trompe peut-être, mais on n'a jamais soigné quelqu'un avec un logarithme. D'accord ? Donc, il me semble que le passage aux urgences, pour les étudiants, je trouve que c'est un endroit obligé, parce que c'est un endroit où la question est vraiment posée. On a peu de temps, il faut répondre rapidement, et donc il faut savoir quel est le geste ou l'examen le plus efficient. Mais ceci étant dit, vous laissez parler Madame Bonnet de son chat, de sa voisine, de tout le monde. Madame Bonnet vous a raconté son histoire, et vous avez autant d'examens complémentaires à lui proposer. Et donc elle sera plus vite dehors ou dans son lit ou ailleurs. Et là, il y a toute une grosse réflexion à entamer sur justement quel est le rôle de la médecine à l'heure actuelle. Ce qui n'empêche pas qu'il ne faille pas faire de progrès sur le plan scientifique, je n'ai pas dit ça. Mais je dis que le soin, la personne est quand même à remettre au centre du soin. Absolument. Et le point essentiel d'un patient, excusez-moi, de la personne, c'est en fait, on se sent malade quand on est en dehors de la communauté. Voilà. Alors justement, sur cette question des normes... Et le regard porté. Sur la question des normes et du regard porté, c'est vrai qu'on peut se demander si la maladie dans la société est plutôt au cœur ou en marge. C'est vrai que le malade est souvent appréhendé comme un faible, entre guillemets, alors même qu'il ne voudrait pas du tout être stigmatisé. La maladie rappelle à l'homme sa fragilité, elle fait peur, elle est synonyme de faiblesse, elle isole, elle exclut. Quel est le rôle ou la responsabilité plutôt de la société, Père, sachant que on peut avoir le sentiment que c'est la société qui fixe ses normes, qui répartit les rôles et le statut entre le malade, son entourage, le thérapeute. Quelle place pour la différence dans cette société et quelle est la responsabilité de la société dans le regard qu'elle porte sur la personne malade ? Alors écoutez, je ne sais pas si je peux répondre au nom de toute la société. En tout cas, j'aimerais peut-être pointer quelques critères qui ont déjà émergé de notre échange. Nous avons parlé des bienfaits, mais des limites d'une médecine technoscientifique. Quelque chose qui m'a beaucoup frappé dans le rapport SICAR de 2012, et je l'ai déjà dit, mais je crois que c'est important de le répéter, et j'espère qu'on va y revenir au-delà des débats actuels, très, quelquefois un peu idéologisés. C'est, au fond, tout cet immense progrès que depuis 50-60 ans, dont nous sommes tous bénéficiaires. Est-ce qu'il n'est pas temps de faire une pause en disant, attention,
nous sommes très heureux de cette médecine plus science, mais est-ce que, disait le rapport Sicard, on n'en a pas oublié, la médecine peut-être plus art, dans la relation. Et ça, il me semble que c'est retrouver la sagesse au-delà de la science, ou retrouver la sagesse qui va pouvoir nous permettre de vivre la science. Donc premier, j'allais dire, signal dont je pense auquel nous devons tous être attentifs, chacun selon notre responsabilité, notre compétence, c'est ce rapport science-sagesse. Peut-être deuxième point d'attention, c'est là où j'étais très heureux d'entendre Dorian dire on parle de la personne globalement. J'ai entendu samedi dernier quelqu'un qui est allé donner des enseignements éthiques au nom d'un grand groupe hospitalier dans l'Ouest, et qui a dit, j'étais quand même un peu surpris, la seule remarque qu'on me fasse avant mon enseignement, c'est de dire, alors ici, on ne parle pas de patients, on parle de clients. Donc vous voyez, il y a encore des conversions à faire, si je puis dire. Donc c'est ce deuxième point, j'allais dire, d'attention pour nous tous, mais pour nous tous, j'allais dire, aussi dans les exigences que nous voulons poser ou pas, et est-ce que nous sommes raisonnables dans nos exigences ou pas, c'est toute la question économique. C'est-à-dire que est-ce que nous allons laisser la santé qui a besoin d'économie. Nous avons besoin d'une bonne gestion de santé. Nous avons besoin, chacun d'entre nous, là encore, que ce soit au niveau de l'effort, de participer aux dépenses de santé très indirectement, j'allais dire par les impôts, ou directement par notre participation au coût des traitements. Mais nous avons bien sûr besoin de l'économie de la santé, mais est-ce que nous allons laisser, je dirais, l'économie de marché envahir le domaine de la santé? Ça, c'est, à mon avis, deux points d'attention majeurs. Je ne sais pas ce qu'en pensent ceux qui partagent ce plateau avec moi. Si vous avez envie de réagir, science et sagesse et bonne gestion, mais tout en gardant la finalité de la personne humaine qui n'est pas à être réduite à être un consommateur de santé. Oui, justement, l'Église veille à ça, puisque l'aumônerie, c'est quand même... Nous sommes envoyés par l'Église et l'hôpital, la tarification à l'acte, c'est bien pour dire, il y a toutes ces techniques et tous ces... le coût que peut entraîner une hospitalisation, mais ça ne doit pas être la première sur la santé et sur la personne. Il est important, et c'est pour ça que le service de l'aumônerie fait partie du soin, puisque j'ai dit la globalité dans les besoins spirituels de la personne, et c'est important justement, avec ce soin-là, être présent auprès des personnes pour les aider à avancer, à cheminer dans ce qu'ils vivent de par la maladie. Donc je dis, voilà, cette présence auprès d'eux, qui fait partie du soin, est important. Parce qu'effectivement, en aumônerie, vous vous occupez à la fois de l'âme, si j'ose dire, et de l'esprit. Quel rôle joue la perception de la foi dans le vécu de la maladie? Quelquefois, les personnes sont un peu loin et ils font ce chemin de revenir, parce que là, on est en questionnement quand on est souffrant. Et la foi, justement, souvent ils nous disent, grâce à la foi, on tient. Grâce à l'espérance. Grâce à l'espérance, oui. Ça leur permet de tenir et de se sentir aussi accompagnés. Ça les aide aussi à reprendre du courage, de la force et à affermir leur foi. Il y a tous ces sacrements aussi qui sont là, présents, pour les aider à tenir bon. Et quand ils en font la demande, bien sûr. Alors, cette espérance, elle peut être d'autant plus utile, voire indispensable, que la personne malade est quand même encore très souvent exclue, et notamment exclue de l'environnement professionnel. Donc Anne-Sophie Tuzinski, vous avez justement monté cette structure, vous commencez à nous en parler tout à l'heure, Cancer at Work. L'objectif, c'est, si j'ai bien compris, de soutenir l'insertion, le maintien dans l'emploi, l'amélioration de la qualité de vie au travail. 3 ans après le lancement de Cancer at Work, puisque ça fait 3 ans maintenant que vous avez lancé cette structure, quel est le bilan que vous dressez, à la fois dans le cadre de votre action à vous, mais aussi dans la façon dont les entreprises, les directeurs des ressources humaines ont évolué dans leur approche justement sur la personne malade? Est-ce que la personne est moins exclue, la personne malade, qu'elle n'a pu l'être? Est-ce que ça a évolué dans le bon sens? Elle est toujours quand même trop souvent exclue. Enfin, les dernières études le montrent, et je suis à la fois optimiste et pessimiste.
comme monsieur tout à l'heure, optimiste dans la mesure où de plus en plus d'organisations confrontées à ce sujet s'engagent dans les voies que vous venez d'évoquer. Pessimiste parce que le chemin me paraît encore assez long. Et la question économique que vous évoquiez tout à l'heure est une question centrale, une question que nous abordons de manière très directe avec les organisations avec lesquelles nous travaillons, avec une ambition. Nous verrons ce que donnent à terme les résultats des actions de Cancer at Work, qui est de faire de la démonstration qu'à partir de situations de fragilité, nous pouvons, en retravaillant le lien et la solidarité entre les individus dans un collectif de travail, permettre l'innovation, la création, le développement de la performance et de la création de valeur pour permettre de soutenir des politiques sociales plus favorables aux personnes. Donc c'est vraiment dans cette ambition que nous nous sommes engagés, que se sont engagés les dirigeants des entreprises qui sont à nos côtés. Voilà, alors le temps de l'entreprise, comme le temps de la société, est un temps assez long. Nous travaillons principalement avec des grandes organisations, mais les premiers éléments les premiers retours que nous avons sur les plans d'action mis en œuvre nous permettent effectivement d'être optimistes. On voit à quel point les gens se mobilisent d'abord pour eux-mêmes en fonction de besoins qui sont souvent des besoins extrêmement pratico-pratiques. C'est quelque chose qui m'a beaucoup frappée. Je pense qu'une fois la sidération de l'annonce de la maladie passée, les questions qui se posent, elles sont vraiment d'ordre très organisationnel, en plus du soutien psychologique dont on peut avoir besoin. Beaucoup de malades me disent, quand on apprend qu'on a un cancer, une fois le choc passé, on aurait besoin d'engager un assistant personnel. Voilà, donc ces sujets pratico-pratiques auxquels les organisations et les personnes dans les organisations tentent de répondre sont très rapidement mis en effet miroir de comment, à partir de nos compétences métiers, nous pouvons aider à soutenir le sujet vers l'extérieur. Voilà. Et donc j'espère, c'est encore assez conceptuel, mais les premiers éléments tangibles des plans d'action que développent les entreprises avec lesquelles nous travaillons vont nous permettre de faire cette démonstration. Si nous réussissons, je pense Est-ce qu'il n'y a pas aussi un enjeu de pédagogie? Parce que souvent, on voit dans les entreprises, ce qui pose problème, c'est le manque de pédagogie vis-à-vis des autres collaborateurs de l'entreprise et qui tout d'un coup se retrouvent avec une surcharge de travail qu'ils ne comprennent pas. Est-ce qu'il n'y a pas une pédagogie à faire pour leur expliquer que chacun, à tour de rôle, on peut avoir ces périodes de fragilité et être malade et de mieux anticiper le retour à l'emploi de la personne malade? Sûrement. Ce qu'on constate d'abord, c'est que la parole est encore très très peu libérée sur le sujet. On a mené une étude fin 2013 qui a mis en avant que 3 salariés sur 4 considéraient qu'il était difficile de parler du cancer au travail. Alors je pense qu'on aurait pu interroger les gens sur l'ensemble des pathologies chroniques invalidantes. Peut-être que le cancer a une résonance différente aussi avec ce rapport immédiat avec la finitude, mais en tout cas, on a encore du mal à en parler. Donc, pouvoir imaginer faire de la pédagogie ou traiter un problème quand on ne l'a pas encore posé, quand on ne s'est pas encore autorisé à en parler, c'est compliqué. Donc, il y a cette étape préalable, je pense, de sensibilisation, de libération de la parole. Oui, on peut être malade, oui, on peut être fragile, mais on n'est pas que fragile aussi. Je rencontre tous les jours des personnes qui ont eu à affronter des maladies ou des expériences de vie difficiles. Ce sont des personnes qui ont parfois, pas toujours, mais gagné en qualité humaine, qui ont gagné en hauteur de vue, qui ont gagné dans la gestion et avec un sens des priorités très très développé. Et tout ça, finalement, sont des compétences précieuses pour les entreprises, les organisations. Et puis, elles ont gagné aussi une expérience de vie qui peut être utile à d'autres malades, à d'autres personnes et peut-être même aux soignants et aux médecins, avec peut-être une piste à explorer sur la manière dont on peut interagir entre les anciens malades, les nouveaux et le corps médical. Qu'en pensez-vous? Oui, voilà, oui. Je sentais que vous aviez envie de réagir, vous abondiez. Non, je suis absolument d'accord avec ce que vous venez de dire. Et je voulais réagir à votre réflexion, mon père. Finalement, à choisir entre le client et l'usager, je crois que je préfère l'usager. Parce que le client, il y a une note commerciale qui est derrière, qui est quand même extrêmement lourde. Ce qui fait que nous, particulièrement là où je suis, on est confronté au problème de l'exclusion sociale. Et c'est une question qui nous est envoyée à la figure en permanence.
Et certains d'entre nous, même nous tous, cédons à l'autocensure de proposer quelqu'un qui est dans une très grande difficulté pour lui proposer un soin auquel qu'on lui aurait proposé s'il n'était pas dans cette situation-là. Donc il y a quand même une grosse difficulté à ce niveau-là. Et pour revenir à votre réflexion, je crois que le regard de l'autre est extrêmement important. Et le malade, je dis bien le malade, souffre du regard de l'autre. Voilà. Et le patient commence à apprivoiser le regard de l'autre. Et donc c'est toute cette démarche auquel vous participez dans vos actions qui est là. Et donc on ne se sent plus malade quand le regard des autres est de nouveau ajusté. Et donc cette volonté de recherche d'une autonomie, c'est assez contradictoire, c'est de réintégrer une communauté. Pour rebondir sur ce que vous dites sur le regard de l'autre, je voudrais, puisque le thème c'est « tu es malade ou quoi », donner la définition de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, sur ce qu'est être malade. Alors, qu'est-ce qu'être malade pour l'OMS? C'est pas seulement un état biologique, mais c'est aussi une réalité psychologique et sociale. Être malade, c'est dans une certaine mesure, finalement, une manière d'être avec soi-même, d'être avec les autres, qui nous est apprise par la société. Et on revient à la question des normes qu'on évoquait tout à l'heure. Mais il y a toute cette dimension du rapport à l'autre, bien évidemment. Mm-hmm. Alors, on assiste beaucoup à des campagnes nationales, que ce soit là, très récemment, le 4 février dernier, campagne de lutte contre le cancer, que ce soit pour le Téléthon, Perce-Neige. Voilà, il y a beaucoup sur les murs du métro, partout, on voit beaucoup d'affiches, et c'est une bonne chose. Mais finalement, quelle visibilité réelle des malades dans la société au-delà de cet affichage? Je ne sais pas lequel d'entre vous souhaite répondre à cette question qui est ouverte. Quelle visibilité réelle pour les malades? C'est peut-être en tout cas lié à l'allusion à la définition de l'OMS qui n'est pas sans ambiguïté. Je ne sais pas ce qu'en pense le docteur Delichon, par exemple, mais qui insiste sur une sorte de bien-être total. Là encore, nous sommes plusieurs à penser qu'il y a une certaine illusion, finalement, comme si on demandait à la médecine de répondre à toutes les questions humaines qui peuvent se poser, et comme si, en poussant un peu, c'est une interprétation, mais comme si être homme ou femme, c'est être toujours dans une sorte de nirvana où tout se passe bien, et voilà. Alors évidemment, on souhaiterait tous être sans aucune souffrance, sans aucune difficulté, mais la vie réelle, ce n'est pas ça. La vie réelle, c'est comment personnellement assumer cette vie avec ses grands moments de bonheur et ses moments, quelquefois, des grands moments de souffrance, et comment, entre nous, de manière communautaire, vivre précisément, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit en communauté ecclésiale, comment vivre cette relation entre ceux qui se définiront plus ou moins comme bien portants et ceux qui seront définis peut-être comme malades. Et là encore, pour sortir de l'illusion, il me semble que c'est toujours un travail à refaire. Dans le département d'éthique biomédicale, il y a deux ans, nous avons travaillé tout un travail sur le handicap, et une des choses qui ressortait, c'est comment effectivement trouver le juste équilibre entre différents slogans qui sont illusoires, du genre nous sommes tous handicapés, ou au contraire nous sommes tous bien portants, qui seraient encore dans l'illusion, et comment travailler pour sortir d'une sorte de compassion où celui qui s'estime non handicapé va regarder un peu de haut la personne handicapée avec une compassion un peu paternaliste. Et voilà, comment s'ajuster. Je crois que c'est un travail toujours, qui n'est jamais facile. Moi, je suis toujours frappé de voir comment ceux par exemple, qui passent beaucoup de temps au service de personnes porteuses de handicap, disent comment elles doivent prendre sur elles-mêmes que c'est pas
évident, c'est pas que tout n'est pas rose et que voilà, c'est un travail de conversion du cœur. Pour son message pour la journée de demain, la 23e journée mondiale des malades, le Saint-Père, le pape François appelle à cette sagesse du cœur. Eh bien, je crois que ça résume bien ce travail que nous avons tous finalement toujours à faire pour vivre ensemble ces liens entre les plus ou moins malades et ceux qui sont peut-être un peu moins et un peu plus bien portants. Doriane Villardin, est-ce que vous avez le sentiment que la société dans son ensemble, la société ça ne veut rien dire, mais la société dans son ensemble, on va dire, fait preuve justement de suffisamment de compassion à l'égard de la personne malade, vous qui, dans votre quotidien, fréquentez justement ces personnes malades au quotidien? Est-ce que la société fait preuve de suffisamment de compassion? De compassion? Puisqu'on évoquait à l'instant avec Père Brice de Malherbe la question de la compassion. Alors je dirais pour qu'il le fasse davantage, il faudrait beaucoup de personnes pour visiter les malades à l'hôpital. Ouais. Parce que c'est, voilà, on parle du Christ, la compassion, enfin comment il s'approchait des personnes, il les entourait, il les soignait, il les accompagnait dans ce qu'ils vivaient, il les guérissait. Et je pense que oui, les gens ont de la compassion pour les personnes, pour ceux qui sont proches d'eux. Mais bon, vous décrivez une réalité qui est celle de l'isolement, quelque part, de l'isolement des malades. Alors, nous allons justement visiter pour que les gens ne soient pas dans l'isolement, pour qu'ils aient toujours une présence auprès d'eux. On rencontre quelquefois des personnes dans l'isolement parce que l'hospitalisation n'est pas proche de chez eux, ils sont loin, et les familles ne viennent qu'en fin de semaine. Donc, nous sommes là en semaine pour être auprès, pour ne pas les laisser dans l'isolement. Et c'est pour ça que je dis, bon, on a besoin de membres. Si j'ai un message à faire passer, il y en a beaucoup. L'appel est lancé. Il y en a beaucoup dans la salle qui sont présents, mais on a toujours besoin de personnes pour pouvoir accompagner, être auprès et être à l'écoute surtout. À l'écoute. Oui, en entendant le mot compassion, en fait, je ne sais pas si les malades, patients, sont tous en attente de compassion, justement, mais peut-être, souvent, me disent d'écoute, c'est certain, et d'avoir une place dans la société. Et je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure concernant la fragilité. Et c'est un échange et une réflexion que nous menons souvent avec les personnes qui m'entourent et qui se sont engagées sur la base de leur expérience de vie sur différents sujets. C'est comment est-ce qu'on peut à la fois changer le regard des autres pour que nous soyons le plus normaux possible, en tout cas c'est ce que nous attendons, et à la fois laisser suffisamment de place à la fragilité pour des personnes qui n'ont pas les ressources, le ressort, et qui ont besoin justement de ces temps de fragilité pour faire leur chemin dans la vie, qu'elle soit familiale, professionnelle, spirituelle. C'est intéressant, cette double attente que vous décrivez. C'est vraiment quelque chose, un équilibre qui est complexe à trouver et sur lequel nous considérons que nous avons aussi une responsabilité. Il ne faudrait pas que tous les malades se doivent d'être surperformants, comme on peut l'attendre, et notamment dans le monde de l'entreprise, mais qu'on puisse laisser justement cette fragilité s'exprimer à différents temps pour pouvoir reconstruire quelque chose ensemble. Et il y a une autre chose, une autre réflexion que m'évoquait votre discours sur le sujet des représentations liées au handicap. Moi, je rencontre des malades tous les jours qui pourraient bénéficier d'un dispositif légal qui s'appelle la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, qui permet dans le monde du travail une adaptation de poste, un aménagement des horaires, donc qui sont plutôt des dispositifs aidants. Et la première réflexion, la première réaction est souvent de dire « Ah mais je suis malade, pas handicapée ». Donc je pense qu'on a aussi un travail à faire sur ces différentes positions, postures, réflexions. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, c'est vrai qu'il y a souvent ce désir de la part du patient de ne pas être dans une position d'assister ou juste objet de compassion, mais d'être aussi, lui, porteur d'initiative. Et vous en avez décrit quelques-unes tout à l'heure. Comment, justement, on peut professionnaliser
l'expérience de vie de certains patients pour leur donner finalement une nouvelle place, parce que ce qu'ils cherchent, c'est aussi avoir leur propre place et ne pas être regardés, entre guillemets, que en tant que patient. Comment est-ce qu'on peut professionnaliser cette expérience de vie de certains d'entre eux? Alors, on parle beaucoup d'éducation thérapeutique, mais c'est un sujet assez vaste et je pense que vous êtes plus à même que moi d'en parler. On peut imaginer effectivement professionnaliser cette expérience de vie et la mettre à disposition de personnes. Je crois que les personnes ne cherchent pas toujours une place ou alors ils la prennent tout simplement. C'est le cas d'un certain nombre de personnes que je côtoie, mais peut-être qu'on a effectivement, à travers de l'éducation thérapeutique, une piste intéressante de professionnalisation de l'expérience de vie. Est-ce qu'on peut dire ça de cette manière-là? Quel est votre sentiment, Bertrand Galichon? Oui, moi je trouve que c'est une piste intéressante qui est pas nouvelle, hein, puisqu'il y a les alcooliques anonymes, par exemple, c'est exactement ça. Et donc c'est une très vieille association qui fait un travail absolument fantastique pour la prise en charge des alcooliques. Et je trouve que l'éducation thérapeutique, ça nécessite un accompagnement ajusté des patients entre eux. Et donc on retrouve cette notion d'altérité fragilisée par la maladie, qui doit être renouvelée, à qui on doit donner un nouveau sens, parce que la vie s'est arrêtée à un moment, elle a été suspendue, et malgré tout, il faut repartir. Alors, il faut repartir avec 2 questions. Pourquoi ça m'est arrivé? Bon, ça peut avoir un intérêt, mais surtout, pourquoi faire? Et donc, l'éducation thérapeutique, que ce soit au niveau du soin corporel, au niveau psychologique, et effectivement, vous avez évoqué, à mon avis, le plus important, c'est au niveau spirituel. C'est justement de revenir dans cette confiance, quoi. De retrouver cette confiance, malgré le fait qu'on ait ses propres fragilités, qui peuvent être aussi des points d'appui pour pouvoir repartir. Parce que vous avez évoqué les gens qui avaient été, enfin les anciens malades qui avaient du poids. Voilà, c'est pas ce que j'ai dit, mais c'est ce qu'on entend. Ça avait du poids. Ils ont une perception des situations, une perception du sens, de la signification des situations qui est beaucoup plus affinée. Et donc, voilà, c'est ça qu'il faut retrouver. Et donc, l'accompagnement thérapeutique, l'éducation thérapeutique, c'est quelque chose d'extrêmement lourd, quoi. Et qui n'est pas évident. En particulier, par exemple, je prends l'exemple par exemple du diabète, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile, qui prend des années, avec des allers-retours incessants. Pour tout ce qui est le problème des addictions, c'est exactement la même chose. Enfin, toutes les maladies chroniques nécessitent un accompagnement, une éducation, pour employer le mot consacré aujourd'hui. Je trouve que c'est vraiment une piste importante et qui remet la personne au centre du débat. C'est plus la technique machin, c'est Monsieur Dupont, Madame Durand et tout ça qui sont au centre du débat. Alors on avait commencé avec la question du sens et on va terminer avec cette question du sens. Monsieur Galichon évoquait à l'instant 2 questions. Pourquoi ça m'est arrivé? Pourquoi faire? Quel est le rôle de la religion pour tenter de répondre à ces questions? En tout cas, je répondrai surtout du côté des chrétiens, mais je pense que toute forme de religion, on parle aussi beaucoup aujourd'hui de spiritualité, mais parce que peut-être il y a une défiance vis-à-vis de tout ce qui peut sembler un certain ordre, une certaine autorité, mais je crois que comme nos expressions spirituelles s'inscrivent justement dans une communauté, une certaine organisation n'est pas mauvaise. Il me semble que nous touchons là, le docteur Galichon y faisait allusion, un peu le cœur de la vie humaine. Et cela rejoint un mot très important qui a été prononcé, qui est celui de fragilité, vulnérabilité. C'est-à-dire, nous avons à nous défaire constamment, nous l'avons dit plusieurs fois ce soir, de cette sorte de carapace que nous mettons autour de nous. C'est-à-dire nous pensons qu'il faut être fort, il faut être performant en permanence. Bon, la force est une vertu. Je pense que c'est une vertu importante dans la maladie. Je pense que si chacun d'entre nous
avance dans sa vie et a des projets, c'est qu'il y a une certaine force et qu'il a fallu surmonter des difficultés. Ceci étant, nous ne sommes pas hommes ou femmes parce que nous sommes à 100% performants et que nous avons une sorte de carapace, ou effectivement comme si nous étions immortels. La richesse de notre humanité, c'est précisément la vulnérabilité. Et la religion a peut-être l'un des apports, c'est de nous souvenir que nous ne sommes pas tout-puissants. Et c'est certain que dans la révélation que le Christ fait de Dieu, il y a à la fois cette assurance de la proximité de Dieu et ce message de la remise de soi à Dieu. Le Christ qui est, pour nous chrétiens, le Fils de Dieu, éternel, le Tout-Puissant, nous l'invoquons comme le Tout-Puissant, est en même temps celui qui s'est fait le plus vulnérable des vulnérables, celui qui a pris comme modèle un enfant, celui qui s'est laissé conduire jusqu'à la croix. Et il nous montre par là que être vraiment un être humain, une personne humaine, ce n'est pas dans la performance totale, c'est dans l'être filial, la remise de soi à Dieu, parce que Dieu est bon. Et nécessairement, cela revient à cette remise de soi aux autres, ceux qui nous ont donné la vie, ceux qui nous aident, par exemple, dans la maladie qui nous touche. Et en retour, cela appelle cette solidarité, cette coopération. J'ai dit tout à l'heure qu'il pouvait y avoir une mauvaise compassion. N'oublions pas la belle valeur de ce mot, compatire, souffrir avec, qui peut avoir sa belle valeur, même si nous avons noté le mauvais usage qui pouvait en être fait. Voilà, je crois que la religion est d'abord un besoin fondamental de chacun d'entre nous, cette expression spirituelle, et que cela nous ramène au cœur de notre humanité, qui est encore une fois loin de l'image du Superman ou de la Superwoman, celui qui entre en relation parce qu'il est vulnérable et que la vulnérabilité est la porte ouverte à l'amour dans les relations interhumaines. C'est sur ces magnifiques paroles que nous allons conclure parce que voilà, le temps passe et que cette émission est déjà terminée. Merci à tous les quatre d'y avoir participé. Merci à vous d'avoir assisté à ce débat. Le 10 mars prochain, nous parlerons de la façon dont les salariés vivent les restructurations, un tout autre sujet. D'ici là, bonne soirée à tous et merci. Merci.